La photogrammétrie, les NERF, les Gaussian splatting, ce sont des termes parfois obscurs, des acronymes, des anglicismes. Ben alors, que j'aime pas ça. Ouais, holo. Ça rebute un peu parfois, mais ce qu'il y a derrière, c'est vraiment passionnant. C'est facile à utiliser, pratique et avec des usages pour tous. Et avec des perspectives encore plus intéressantes. C'est quasiment un cours que je vous ai préparé, j'espère qu'il vous plaira, et c'est dans Créa News. La photogrammétrie, les NERF, le Gaussian splatting sont trois techniques importantes dans le domaine des images 3D. Elles ont des applications variées de la modélisation 3D à la réalité augmentée. Je vais vous donner un aperçu de chaque technique en commençant par leur définition, avantages, inconvénients et usages. On commence par la photogrammétrie. C'est composé du mot photo pour image, grammaire pour mesure et métrie pour mesure aussi. Cette technique ingénieuse repose sur l'utilisation de photographie pour créer des mesures précises et des modèles 3D réalistes d'objets du monde réel. Alors comment cela fonctionne-t-il exactement? Tout commence par la capture d'images photographiques de la scène que nous souhaitons modéliser. Ces images prises sous différents angles deviennent les données d'entrée cruciales pour le processus de construction. La variété des perspectives offre une richesse d'informations qui alimente la magie entre guillemets de la photogrammétrie. Le terme grammaire dans la photogrammétrie n'est pas là au hasard. Il fait référence à la mesure, à la dimension. Une fois les images capturées, des algorithmes spécialisés analysent ces images pour extraire les informations de mesure. Cela inclut des techniques sophistiquées telles que la triangulation, où la position d'un point dans l'espace est déterminée en mesurant les angles formés par les lignes de vue de plusieurs caméras. Le suffixe métrie dans photogrammétrie met en avant l'aspect mesure de cette technique. C'est ici que la magie opère vraiment. La photogrammétrie permet de mesurer des distances, des angles, des positions, tout en utilisant des images photographiques comme base. C'est comme donner aux images le pouvoir de parler, la langue des dimensions. Et maintenant, la pièce maîtresse, c'est la reconstruction 3D. L'objectif ultime de la photogrammétrie est de donner vie à la scène en créant un modèle 3D à partir des images 2D. Grâce à des techniques avancées de triangulation, la position tridimensionnelle des points caractéristiques de la scène est déterminée, aboutissant à la création d'un modèle 3D réaliste. Les applications de la photogrammétrie sont vastes et fascinantes. De la cartographie à l'archéologie, en passant par la topographie, cette technique trouve sa place dans de nombreux domaines. Elle est également un outil essentiel pour la modélisation d'environnements 3D utilisés dans les jeux vidéo, la réalité virtuelle et même dans la reconstruction d'accidents. En résumé, la photogrammétrie est une technique qui utilise des images photographiques pour mesurer et reconstruire des objets ou des scènes en 3 dimensions. Elle repose sur des principes mathématiques et géométriques pour déterminer la structure spatiale à partir des données visuelles. Alors normalement, la photogrammétrie, ça parle à tout le monde puisque vous en avez déjà vu dans les documentaires, dans des expériences VR que j'ai déjà montrées dans Créa News, celle de Emissive qui a fait de la photogrammétrie sur les pyramides de Gizeh en Égypte, et puis tout simplement imaginez le pouvoir que ça a de reconstruire directement une scène à partir d'images. Vous en voyez forcément dans les documentaires, que ce soit les pyramides de Khéops, les monuments en Grèce, etc., etc. Les scientifiques, les architectes utilisent ces techniques-là pour vous montrer comment reconstruire des objets et vous les montrer dans les documentaires. Donc pensez à cette petite vidéo lorsque vous verrez du coup des documentaires parlant de ces sujets-là, de reconstruction 3D. Imaginez bien que c'est fait à partir de la photogrammétrie pour être plus précis. Les avantages, par exemple, l'accessibilité, ça nécessite seulement un appareil photo ou un smartphone pour faire ça. C'est vraiment très simple et c'est accessible vraiment à tout le monde. Le coût et l'efficacité forcément, puisque moins cher que d'autres méthodes de modélisation 3D comme les scanners laser. Forcément, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. La polyvalence aussi, applicable à une grande variété d'objets, des petits artefacts aux grands paysages. Vous pouvez faire du coup des petits objets chez vous comme des environnements entiers. Les inconvénients par contre, la précision. C'est moins précis que certaines méthodes comme le LiDAR dont j'avais parlé dans la vidéo sur la photogrammétrie spécifique. Pour de vastes environnements, c'est forcément beaucoup moins pratique. La complexité des textures, forcément des textures 3D, on peut avoir du mal avec les objets très réfléchissants ou transparents. À noter que pour la photogrammétrie, c'est quasiment impossible d'avoir ces éléments réfléchissants, transparents, métalliques, etc. La dépendance aux conditions d'éclairage, bien sûr. Les résultats peuvent varier en fonction de l'éclairage lors de la prise de photo. Effectivement, il y a tout un tutoriel qui a été fait par Creative Shrimp justement sur la photogrammétrie. Ça dépend de beaucoup de choses. Pensez notamment aux matériaux, qu'ils soient réfléchissants, transparents, mais aussi du coup à l'éclairage de votre scène. Lorsque vous voulez faire une photogrammétrie par exemple d'un endroit en dehors, pensez bien à l'éclairage qu'il y a
et forcément ça ne marchera pas si vous avez un trop faible éclairage. Les usages, on l'a vu, forcément l'archéologie pour documenter des sites et des objets, le génie civil pour des relevés de terrain, la planification urbaine, etc. Chaque objet 3D est composé d'un maillage et la photogrammétrie produit un maillage en 3D qui est une collection de vertices, des points, des arêtes et des faces. Ce maillage peut être très dense en fonction de la résolution des images d'origine et de la précision souhaitée pour le modèle 3D. Les modèles 3D issus de la photogrammétrie sont généralement composés de nombreux petits polygones, souvent des petits triangles, pour capturer avec précision les détails de la surface de l'objet. La densité de ces polygones peut affecter à la fois la qualité visuelle du modèle et les exigences en termes de performance pour le rendu et la manipulation. La texture aussi bien sûr dans un objet 3D. La photogrammétrie permet également de capturer des textures de l'objet qui sont ensuite mappées, du terme map en anglais, sur le maillage 3D pour un rendu réaliste. Cela implique souvent un traitement supplémentaire pour ajuster les textures aux polygones du maillage. Et ensuite, on a le NERF, Neural Radiance Fields, les champs de radiance neuronales. Les NERF, ça représente une avancée majeure dans le domaine de la reconstruction 3D. Au lieu de s'appuyer sur des méthodes traditionnelles, NERF utilise le pouvoir du deep learning, j'en avais déjà parlé dans une vidéo Créa News sur les IA, en employant des réseaux de neurones pour modéliser la radiance d'une scène. En d'autres termes, il se concentre sur la luminance par unité de surface plutôt que la géométrie. Ah oui, c'est complexe, hein. Ah, c'est ça aussi Créa News. Les NERF créent une fonction qui, en prenant des coordonnées 3D en entrée, retourne la radiance à cet emplacement précis. Ainsi, ils s'attaquent directement à la modélisation des propriétés optiques de la scène plutôt que de travailler sur des modèles de surface. En résumé, NERF, ça utilise des réseaux neuronaux pour approximer une fonction qui calcule la radiance en tout point d'une scène 3D, permettant ainsi la génération d'images réalistes à partir de ces informations. Alors les avantages, ils sont le réalisme, ça produit des images de qualité avec un réalisme impressionnant. La flexibilité, ça peut générer de nouveaux points de vue à partir d'un nombre limité de photos, et c'est très détaillé mais c'est capable de capturer des détails fins à des effets de lumière complexes. Les inconvénients, c'est la puissance de calcul. Ça nécessite d'importantes ressources informatiques, des cartes graphiques, etc. etc. C'est très complexe, ça implémente des modèles de réseau de neurones avancés, ce qui peut être très difficile sans expertise appropriée. Le temps de traitement aussi, la génération des scènes peut être très lente. Pour les usages, la réalité virtuelle est augmentée pour créer des environnements immersifs. La cinématographie aussi pour les effets spéciaux et la post-production. La conception de produits bien sûr pour visualiser des produits sous différents angles et dans différents environnements. Concernant les données techniques, la représentation volumétrique, contrairement à la photogrammétrie, le NERF ne produit pas un maillage 3D traditionnel. Au lieu de ça, il utilise un réseau de neurones pour apprendre une représentation continue de la scène sous forme de champ de radiance. Cela permet de générer des vues synthétiques de la scène sous n'importe quel angle. Il y a une absence des polygones puisque NERF travaille avec de la représentation volumétrique continue de l'espace et n'utilise pas des polygones pour modéliser des surfaces. Cela élimine les limitations associées aux maillages polygonaux, dont on parlait tout à l'heure, comme les artefacts de rendu et la nécessité de gérer les données de maillage complexes. Et puis finalement, le rendu basé sur le ray tracing. À partir des cartes graphiques, NERF utilise des techniques de ray tracing pour générer des images. Ça calcule les interactions de la lumière avec l'environnement 3D appris ou compris. Cela permet de capturer des effets complexes comme la diffusion de la lumière et les ombres douces. Et on passe maintenant au Gaussian splatting. Pour la définition, le Gaussian splatting est une technique de rendu d'image qui utilise des fonctions gaussiennes pour simuler la diffusion de la lumière. Elle est souvent utilisée pour la visualisation de données volumétriques, le terme Gaussian qui fait référence à la fonction gaussienne mathématique, une distribution mathématique en forme de cloche. Cette fonction est un outil très puissant utilisé dans le processus de modélisation 3D, particulièrement pour décrire la diffusion de la lumière et d'autres phénomènes. La fonction gaussienne permet aussi de décrire comment l'influence d'un point ou d'une particule diminue à mesure que l'on s'éloigne de ce point dans l'espace tridimensionnel. Et puis enfin, un splatting. Le terme splatting est utilisé dans le contexte de la représentation d'objets. Plutôt que de représenter une surface solide, les objets sont souvent décomposés en petits éléments plats, appelés splats, des splats qui sont ensuite projetés sur une image finale pour créer une représentation 2D de l'objet. Le mot splatting évoque donc l'idée d'éclaboussure et d'étalage, ce qui correspond à la manière dont les informations des objets sont projetées et étalées sur l'image. En résumé, le Gaussian splatting apporte une précision mathématique essentielle pour modéliser la manière dont la lumière se propage dans une scène 3D, contribuant ainsi à une représentation réaliste des phénomènes lumineux. Alors,
Pour les avantages, on a une visualisation des données volumétriques, c'est excellent pour afficher des structures internes et complexes. Produit des images avec des transitions douces, améliorant la lisibilité de l'image. Ça peut être complètement ajusté pour améliorer la visibilité de certaines caractéristiques des images. Pour les inconvénients, on a la qualité de l'image qui dépend de la précision de l'approximation gaussienne, donc mathématique. Ça peut être très gourmand en ressources pour de grands volumes de données, et ça nécessite une très bonne compréhension des paramètres pour un rendu optimal. Alors les usages, on peut faire de l'imagerie médicale pour visualiser des scans, IRM, etc. Une visualisation scientifique pour représenter des phénomènes physiques, voire chimiques. Et puis les effets spéciaux pour créer des effets de brouillard ou de lumière dans des scènes de films, de jeux vidéo, etc. Concernant les données techniques, dans le contexte de Gaussian splatting, la notion traditionnelle des polygones n'est pas directement applicable, car la technique se concentre sur le rendu volumétrique plutôt que sur la construction de surfaces à partir de polygones. En conclusion, la photogrammétrie, les NeRF, le Gaussian splatting sont des outils puissants qui, utilisés correctement, peuvent révolutionner la manière dont nous visualisons et interagissons avec les données et le monde réel. Leur développement continu permet de pousser encore plus loin les frontières de la visualisation 3D et l'imagerie numérique. Si on compare ces différentes techniques, chaque a sa propre manière de traiter et représenter les données 3D, offrant des avantages spécifiques pour différents types d'applications. La photogrammétrie est donc idéale pour créer des modèles 3D précis d'objets réels avec des maillages et des textures détaillées. Le NeRF excelle dans la création de représentations 3D réalistes et flexibles et sans les contraintes des polygones. Et enfin, donc, le Gaussian splatting est particulièrement utile pour la visualisation de données volumétriques permettant une analyse détaillée sans nécessiter l'émaillage polygonaux traditionnel. Alors pour la photogrammétrie, je vous en avais déjà parlé dans une première Créa News, parce qu'il y a ceux qui en parlent et ceux qui agrègent les liens dans les posts LinkedIn et etc. et ceux qui les utilisent et les montrent, comme Créa News. Ça demande un peu plus de temps qu'une requête Google. Oula, pas content Logan. Tu vises quelqu'un en particulier? Ok ouais, c'est un tacle gratuit à certains. Pensez à vous abonner, partagez, likez ce travail s'il vous a plu et s'il vous est utile. Bref, j'avais modélisé une maquette Star Wars grâce à plusieurs applications directement sur mon smartphone. J'avais obtenu un modèle 3D de bonne qualité pour m'en servir dans des projets, des images, des vidéos. Mais ici, on va plutôt parler des NeRF et Gaussian splatting. On vient de le voir, ce ne sont pas les mêmes techniques, les mêmes limites et les mêmes usages. Si on veut modéliser une pièce en 3D, grâce à la photogrammétrie, un appartement par exemple, ou un environnement complet, ça va être très long. On va devoir prendre énormément de photos sous des conditions d'éclairage précises, ou retoucher chaque photo. On ne va pas pouvoir obtenir certaines informations, comme les endroits réfléchissants, les endroits métalliques, mais avec le NeRF et le Gaussian splatting, ça va être possible. On ne va même pas s'embêter avec des photos, on va pouvoir utiliser directement des vidéos et les injecter dans le logiciel ou le site directement pour créer une image 3D. Pour cela, on va donc prendre une vidéo d'un endroit précis. Ah oui, et le bonus sympa, c'est que le logiciel est tellement bien pensé qu'on a juste à cocher une case pour retirer les personnes indésirables de notre photo. Et encore une fois, c'est disponible via les mêmes applications smartphone que dans la Créa News sur la photogrammétrie. Je parle donc de Polycam, Kiri, Luma Labs ou Luma AI, et les applications ou sites web sur PC, Mac et compagnie. De plusieurs images ou d'une vidéo, on obtient donc un nuage de points. Attention, il n'y a donc pas toutes les informations de texture sur cette image 3D. Il n'y a pas les informations de matériaux, de réflexion, et si je déplace ma lumière, on voit qu'il n'y a aucune réaction, aucune ombre n'est créée. Ah oui, mais comment je fais pour mettre mon Gaussian splatting téléchargé de Luma AI vers Blender? T'as sauté une étape là, t'es trop enthousiaste. Ok, alors une fois qu'on a le Gaussian splatting, c'est un fichier PLY. On peut le mettre directement dans Blender, fichier import standard PLY, mais il ne se passera rien. Sauf si vous téléchargez l'add-on en lien dans la description, dans Blender 4.0, vous décompressez Gaussian splatting Blender add-on master et vous compressez en zip le dossier Blender add-on qui est à l'intérieur. Là, dans Blender, vous installez cet add-on et vous pouvez ensuite importer le Gaussian splatting, le fichier PLY directement. Le visualiser, on observe pas mal de nuages, des artefacts qui se sont formés. Ne cherchez pas à prendre les meilleures photos ou vidéos pour les éviter, vous en aurez immanquablement. Alors passez en mode Edit de Blender et supprimez les points qui créent ces artefacts de manière à obtenir une image plus propre. Ah, mais il y a peut-être plus simple. Le logiciel Supersplat, le lien est encore en description bien sûr, ça vous servira à clean, à nettoyer votre splat avant de l'importer. Il existe aussi dans les moteurs Unity et Unreal des plugins pour cette même fonction. Vous avez donc désormais une image 3D correcte pour vous en servir dans vos projets. Comment obtenir un modèle 3D en fichier OBJ ou SVX? Et c'est là que ça se complique. Je n'ai pas encore trouvé de manière fiable réellement. À l'export de mon fichier, je n'ai qu'un petit bout de la tour Eiffel par exemple, qui provient là de Google Earth.
Alors ça tient aussi d'un minimum de qualité de photos ou vidéos d'origine, mais les outils s'adaptent très vite et par exemple sur Luma AI, j'ai réalisé une vidéo autour de la maquette de Star Wars et bingo, j'ai mon Gaussian Splatting en PLY, mais je peux aussi directement obtenir ce modèle en GLTF, USDZ et OBJ. Je n'ai même pas à tout nettoyer l'environnement, je reviendrai sur le format USDZ ou USD dans une autre émission puisqu'il y a encore beaucoup à dire là encore. Et je peux même obtenir une image 360 si je veux la totalité de mon bureau par exemple en image 360. J'obtiens donc un modèle 3D pleinement exploitable. J'aurais d'ailleurs passé beaucoup moins de temps, quelques secondes de vidéo, par rapport à mon test de photogrammétrie où j'ai pris plusieurs minutes, voire dizaines de minutes. Alors, est-ce la fin de la photogrammétrie? Non, a priori, puisque les usages de précision de la photogrammétrie actuelle persistent. Mais les avantages du Gaussian Splatting sont, on l'a vu, nombreux et les techniques évoluent très vite. Au moins ça c'est de l'usage de l'IA qu'on veut voir de plus en plus. Alors, pour les usages, à vous aussi d'extrapoler que ce soit une image 3D, un souvenir, une modélisation, vous en servir pour des images, des concept art, des vidéos, etc. Un tout nouvel article qui vient de sortir et qui indique qu'on peut segmenter chaque objet et leur fournir des annotations spécifiques. Cette technologie a le potentiel de révolutionner une multitude d'industries. Josh Sato, qui a créé Duster, a montré l'applicabilité des champs de rayonnement dans le secteur du commerce de détail, une industrie féminine prête à tirer des avantages substantiels de cette technologie. Pour les consommateurs, cela se traduit par une localisation plus efficace des articles, une évaluation de la qualité améliorée et des décisions d'achat bien informées. Du point de vue commercial, ces innovations ouvrent la voie à une meilleure gestion des stocks, à la visualisation des produits, à des expériences de réalité virtuelle immersives et à la maintenance de normes élevées dans tous les magasins. Alors bien sûr, il n'y a pas que le domaine du commerce, je vous invite à tester par vous-même les applications ou sites en lien dans la description. Pour ma part, j'ai préféré largement Luma AI, qui est très complet et très bien fait. Alors les applications elles sont nombreuses, je n'ai pas tout testé, juste Polycam et Luma AI pour cette expérience-là, et juste quelques autres et trifouiller un peu dans Blender pour aller voir au-delà juste d'une image 3D. Encore une fois, c'est accessible, facile, rapide. J'espère que cette Creanews vous permettra d'y voir un peu plus clair sur ces nouveaux termes. Vous pouvez voir directement chez vous mes photogrammétries et mes Gaussian Splatting en cliquant directement sur les liens en description juste en dessous. Et laissez un commentaire si vous avez appris de cette vidéo, si elle vous est utile, partagez-la. Le but de cette Creanews, c'est de démocratiser ces termes et ces techniques, au moins savoir ce à quoi elles correspondent et ce à quoi elles servent. Posez vos questions aussi, j'y répondrai avec plaisir, toujours en commentaire. Et n'oubliez pas, soyez curieux.